Donc pour moi, un objet emblématique de ce projet, c'est la cloche de vache. Et donc on a eu la chance en fait d'avoir ce contact via Franck de l'API, de Monsieur Firman, qui a une entreprise dans le canton de Gruyère. Une entreprise qui fabrique à la fois des objets de métallurgie lourdes pour faire des barrières sur la route, vraiment des grosses choses. Et ils ont aussi traditionnellement fabrication de cloches de vache. Et donc ils ont gardé cette activité, même si c'est pas la plus rentable. Et ils fabriquent donc des cloches de vache. Et avec Anne, on est allé donc dans l'entreprise Firman pour voir et surtout enregistrer le processus de création des cloches de vache. Donc ils ont toute une échelle de cloches. La plus grosse, je pense qu'elle est grosse comme ça, et la plus petite, elle est vraiment toute petite. Et donc c'était vraiment super. Ils nous ont réservé un moment où on a pu passer de poste en poste pour aller enregistrer et poser des questions sur la fabrication. Donc on a commencé avec vraiment la poignée de la cloche, une petite anse comme ça. Donc on a vu la machine qui découpe comme ça les petites poignées et puis qui les met toutes dans un tas. Alors c'est pas la même longueur de poignée selon la largeur de la cloche. Ensuite on a vu beaucoup de feu en fait parce qu'il faut qu'ils chauffent les cloches, donc avec des gros chalumeaux, des flammes qui étaient vraiment de toutes les couleurs, c'était incroyable. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ah oui, des rivets, donc pour une fois que la cloche est... Parce que au début la cloche arrive toute plate et ensuite il la forme comme ça. Et pour une fois qu'elle est formée, donc en ayant été chauffée, il la fixe avec des rivets comme ça. Donc on a beaucoup aussi de bruits de martèlement, des bruits donc des chalumeaux à l'intérieur de la cloche. Et puis la dernière étape, c'était toutes les cloches dans un grand tonneau avec, je crois que c'était un peu comme de la limaille de fer, et pour pouvoir en fait sabler les cloches. Et donc du coup, ça a un grand tonneau qui fait comme ça tourner toutes les cloches. Et comme une grande machine à laver en fait, mais avec des cloches à l'intérieur. Et donc on a enregistré tout ça avec Anne, donc ils étaient assez étonnés de savoir ce qu'on allait faire avec ces sons. Et donc on leur a expliqué que on allait essayer d'en faire de la musique. Donc mon idée c'était de partir d'un environnement sonore assez dense, assez riche, assez industriel. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup utilisé justement les sons qu'on a enregistrés chez Monsieur Firman au départ, et notamment ce son de tonneaux qui brassent les cloches. Et donc je l'ai spatialisé dans la cabine pour qu'on ait l'impression d'être vraiment dans ce mouvement de tonneaux des cloches. Et petit à petit, on va avoir ce son qui va être de plus en plus discret, et puis un autre son aussi tenu, mais lui ça va être en fait le son de contrebasse de Anne, que Anne a joué, et qui va être dans les deux haut-parleurs du devant, comme si en fait on était attiré vers la montée, vers le haut. Moi, j'ai récupéré justement les cloches, et avant de les confier à Léo, je me suis occupée d'échantillonner donc chaque cloche avec un petit attirail de baguette. J'ai fait les sons sur chaque cloche pour qu'on ait aussi justement une palette sonore dont on a l'habitude nous en tant que percussionniste. Mais en revanche, le produit fini, c'est pas nous qui jouons, c'est la composition vraiment électronique uniquement. Mais je pense que quand même notre pensée de percussionniste et de pianiste pour Viva influe la façon dont on compose et dont on perçoit en fait cet orchestre de haut-parleurs comme un instrument qui nous permet voilà, d'avoir des dynamiques, des impacts, des réponses. Et c'est vraiment une pensée dans l'espace qui, je pense, est vraiment liée à notre aussi pratique instrumentale. Ici, donc ça pourrait être vraiment sur la fin qu'on ajoute Comme les 4 derniers. les 4 derniers. Ouais, voilà. La reine du clic. Donc cette composition de son électronique en fait se fait par l'ordinateur avec un logiciel qui s'appelle Reaper, qu'on avait déjà pris en main sur d'autres projets. Et là, en tout cas pour moi, c'était la première fois que je faisais vraiment une composition qu'on appelle multipiste, puisqu'on a 8 haut-parleurs. Donc c'est vraiment une pensée comme un orchestre, où chaque haut-parleur a aussi sa propre caractéristique. Pour moi, c'était assez proche la pensée de cette composition avec l'ordinateur
de celle quand tu décides d'une installation de percussion. Parce que le point commun, c'est que dans les deux cas, les possibilités sont infinies. Et quand on est percussionniste et qu'on a la possibilité de choisir un setup, on appelle ça un setup, bah, c'est à nous de décider, ok, pour cette fois-ci, je vais me concentrer sur ces sons-là. Et donc, je m'organise une palette de sons. Et après, au moment où je joue, bah, je vais décider combien j'en joue, comment je les joue. Mais déjà, le premier travail, c'est de définir quels sont les sons. Et là, c'était un peu la même chose parce qu'on avait tous ces enregistrements qu'on a fait ensemble avec Batida. Et on s'était dit, ok, on va utiliser ça. Mais ensuite, à chacune d'entre nous de décider, ben moi, pour ma partie, je vais me concentrer sur ces sons-là. Et du coup, ça voulait dire aussi renoncer à d'autres sons. Donc, je vais me concentrer sur ces sons-là. Donc, c'était la même façon de limiter et définir une identité sonore par justement la limitation. Et pas tout laisser ouvert tout le temps, mais décider d'une identité vraiment sonore. Et ensuite, l'organisation des sons, c'est vraiment, pour moi, c'était comme quand on improvise avec un setup déjà défini. En fait, ça se fait aussi par l'expérimentation et puis les sons, en fait, d'eux-mêmes, ils dirigent aussi une certaine direction. C'est comme ça la vie.